président algérien sur la tombe du soldat inconnu, le président Chadli s'est incliné ce matin à l'Arc de Triomphe. Yasser Arafat doit quitter Tripoli, affirment les présidents syriens et libyens. Le cessez-le-feu obtenu par la médiation arabe reste lettre morte. Conseil des ministres, le gouvernement adopte un projet de loi qui étend à tous les salariés l'accès au congé parental. Le prix de l'essence, le gouvernement confirme l'augmentation des rabais autorisés. La grogne des petits détaillants menace de perturber sur les routes le long week-end du 11 novembre. Madame, Monsieur, bonsoir. Un ancien combattant algérien s'inclinant devant le tombeau du soldat inconnu. De tous les moments symboliques qui ont marqué jusqu'ici, 21 ans après la fin de la guerre d'Algérie, la première visite officielle d'un président algérien en France, le moment le plus poignant était sans doute celui-là, ce matin, sous l'Arc de Triomphe. Gérard Sebag. Cérémonie protocolaire et habituelle théoriquement pour un chef d'État en visite officielle en France, mais qui a revêtu une importance bien plus grande ce matin en raison de la personnalité du président algérien, ancien officier du FLN. Cette cérémonie scelle véritablement la réconciliation et efface ces années de guerre entre la France et l'Algérie et qui ont amené ce pays à l'indépendance. Cérémonie qui n'a été troublée par aucune manifestation d'hostilité. Ça fait plaisir, monsieur, de ne l'oublier tout ce qui est passé. Ça ne vous choque pas qu'un président algérien soit sur l'Arc de Triomphe? Absolument pas. Les mains sont de part et d'autre. Et aujourd'hui, c'est la réconciliation sur la tombe des morts. Moment historique qui montre le chemin parcouru entre les deux pays en 20 ans, mais que les passions sont difficiles à éteindre quand on est méditerranéen. Ce que je voudrais, comme on accorde le droit aux Algériens d'avoir des hôtels, des commerces, des épiceries, de tout ce qu'on veut, qu'on accorde le droit aux Français d'avoir des hôtels, des propriétés, qu'on les fiche champer là-bas, au lieu d'aller passer moi des vacances en Espagne et en Italie. Je voudrais aller passer les vacances chez moi en Algérie. Alors, je suis allé, mais je suis allé pour en louant quelque chose. Je voudrais avoir ma propriété, mon petit studio. Et puis c'est tout. Le fait de cette cérémonie, vous n'avez pas de... Ah non, je suis pas contre. Pas absolument, je suis pas contre. Je suis content du rapprochement. Attention. Asma un mot. Monsieur, pour résumer, je suis heureux que les Algériens soient accueillis ici. Ils ont versé sergent. J'ai fait la guerre comme sergent d'infanterie. J'ai eu des musulmans sous mes ordres qui sont tombés sur les champs de bataille français. Je le dis. Que les pieds noirs ont fait l'objet, si vous voulez, d'une situation politique dont ils ont fait les frais. On les a trompés, ça c'est leur affaire, ce n'est pas l'Algérie qui les a trompés, les Algériens ont assumé leurs responsabilités historiques. C'est tout, les Algériens ont assumé leurs responsabilités. C'est aux pieds noirs d'assumer les leurs et de savoir qu'ils ont fait le mauvais choix, c'est tout. Il faut être logique. Moi je voudrais avoir mon terrain là-bas à Port-Guédon. Je voudrais avoir ma propriété à Port-Guédon. Tu veux pas quelle propriété? Une maison, un petit Des réactions recueillies sur le vif lors de la cérémonie à l'Arc de Triomphe. Après cette cérémonie, le président algérien a été reçu à l'hôtel de ville de Paris par le maire Jacques Chirac. Le président Chadli et M. Chirac ont l'un et l'autre salué les retrouvailles franco-algériennes. Ils se sont entretenus plus particulièrement du sort des Algériens qui vivent dans la capitale. Une seule fausse note jusqu'ici dans les réactions à la visite du président Chadli. L'ex-président algérien Ben Bella, qui vit en exil en Europe, fait dire dans un communiqué que les propos tenus par le président Chadli n'expriment pas les vues et les sentiments du peuple algérien. Fin de citation. Incident ce matin à proximité de l'ambassade d'Algérie à Paris. Une trentaine de femmes qui manifestaient à l'appel de l'Association nationale de défense des enfants enlevés. Ces femmes ont été interpellées sans trop de ménagement par les services d'ordre. Elles voulaient cependant attirer l'attention des responsables algériens et français sur un problème dramatique, le problème des quelques 12 000 enfants qui sont nés de pères algériens et qui sont retenus contre le gré de la mère de l'autre
l'autre côté de la Méditerranée. L'Algérie est le seul pays du Maghreb qui n'ait pas signé de convention juridique avec la France en la matière, même si l'incompatibilité entre le droit coranique appliqué dans les pays musulmans et le droit occidental pose de multiples problèmes du même ordre avec d'autres pays que l'Algérie. Gaël Monlahuc. 30 femmes ce matin devant l'ambassade d'Algérie avec les photos de leurs enfants, enfants que certaines n'ont pas vus depuis des années. Nous voulons nos enfants retenus en Algérie. Ce n'était qu'une délégation représentant les milliers de parents dont les enfants sont retenus à l'étranger. Ils sont nés en France d'une mère française et d'un père algérien. La maman a eu un droit de garde donné par un tribunal français. Et c'est le père, au cours d'un droit de visite et d'hébergement, qui a emmené l'enfant en Algérie et qui l'a donné à sa famille ou parfois même à des amis et qui le retient là-bas. La manifestation était interdite, on les oblige à circuler. Les autorités françaises sont impuissantes. Les Algériens, comme d'autres, ont des coutumes différentes des nôtres. Chez eux, c'est toujours le père qui a la garde. Ces femmes espéraient ce matin un début de solution à leurs problèmes. Nous avions rencontré Madame Dupont avant-hier, mariée en 68 à un Algérien parce qu'elle est enceinte. Elle divorce en 79, lasse des mauvais traitements qu'elle subit. Elle obtient la garde de Mehdi, 11 ans, et de Selim, 10 ans à l'époque. Mais au cours d'une visite, le père enlève ses fils. Destination, l'Algérie. Selim et Mehdi sont là-bas depuis 4 ans. Leur père s'est remarié et les a confiés à la garde de sa famille. Les enfants la croient morte, puis elle réussit à les joindre. Ils lui écrivent, désespérés, ils veulent revenir près de leur mère. Depuis 4 ans, elle se rend là-bas aussi souvent qu'elle le peut. J'arrive là-bas, lorsque mon ex-mari ouvre la porte, qu'il voit que c'est moi, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux voir les enfants. Il me fait, tu les vois? Regarde-les, maintenant tu peux dégager. Donc disons que il m'arrive parfois de les voir dans l'entrebâillement d'une porte, c'est tout. Elle essaye une fois de les enlever sur le chemin de l'école, mais elle est arrêtée avant la frontière. Depuis, elle espère que la France et l'Algérie lui proposeront une solution légale, afin de pouvoir les voir, même là-bas, mais librement. C'est dans cet espoir qu'elle est venue manifester ce matin. J'ai toujours envie de dire, Monsieur Chadli, dès que je suis une mère, j'ai quand même porté ces enfants pendant 9 mois. Et de toute façon, c'est inhumain. Je pense que c'est la dernière des choses qu'on puisse faire à une femme. Au-delà, on ne peut pas trouver pire. J'ai été battue, j'ai été maltraitée, j'ai subi pas mal de violences. Mais ce qui m'a fait en dernier, c'était vraiment la pire des vengeances qu'il ait pu faire. Un problème pourtant qui, jusqu'ici, ne semble pas avoir été abordé dans les discussions franco-algériennes lors de cette visite du président Chadli. À l'issue de nouveaux entretiens politiques aujourd'hui avec le président Mitterrand, le président algérien a déclaré que la France et l'Algérie ont décidé de coordonner leur action en vue, je le cite, de diminuer les souffrances du peuple palestinien. Yasser Arafat et ses derniers partisans palestiniens vont-ils, oui ou non, évacuer Tripoli au Nord-Liban? Et si oui, par quels moyens? Le président syrien Assad et le libyen Kadhafi ont exigé leur départ. Le communiqué de l'agence libyenne qui diffuse l'information précise que les factions palestiniennes pourront ainsi régler démocratiquement leurs différends quand Arafat pourra se présenter devant un congrès palestinien, ce qui ne manque pas de sel quand on connaît la conception qu'ils ont l'un et l'autre de la démocratie. Sur le terrain, il n'y a toujours aucun signe du cessez-le-feu qui aurait été obtenu hier soir à Damas par la délégation arabe qui a finalement été reçue par les autorités syriennes. Le point à Tripoli, Philippe Rochon. À l'heure du cessez-le-feu, on se battait encore ce matin dans la banlieue de Tripoli. Les combats ont gagné les premières artères de la capitale du Liban Nord, mais le camp palestinien de Badawi est toujours tenu par les partisans d'Arafat. Ils affirmaient ce matin avoir repoussé les dissidents au-delà de l'écran de fumée de la raffinerie en flammes et ne pas être au courant d'un cessez-le-feu. Les notables de Tripoli, réunis autour de Yasser Arafat, lui ont demandé d'arrêter les combats afin d'épargner la vie des habitants. Mais le chef de l'OLP, qui a installé son quartier général dans la ville, a réaffirmé qu'il se battrait jusqu'au bout. To shell the refinery, this means that they have a decision to attack the city.
Les habitants de Tripoli qui ne croient pas au cessez-le-feu continuent de fuir la ville bombardée. Le moyen le plus sûr reste encore ces barques de pêche qui les conduisent à des navires ancrés au large d'où ils peuvent gagner l'île de Chypre. Yasser Arafat a donc réaffirmé, vous venez de le voir, qu'il entendait combattre jusqu'au bout avec ses troupes. Il n'y a selon lui aucune négociation en cours pour organiser son départ de la ville. Des rumeurs persistantes font pourtant état d'une insistance française à cet effet. Le porte-parole du gouvernement, Max Gallo, a simplement dit aujourd'hui que Yasser Arafat n'a adressé aucune demande à la France pour qu'elle facilite son départ. 15 mois après avoir été délogé de Beyrouth par les Israéliens, le fait est qu'Arafat est plus isolé que jamais sur la scène internationale et que cette fois, les forces arabes qui cherchent à le neutraliser ne rencontrent pas le même opprobre. Paul Naon. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, les troupes israéliennes assiégeaient Beyrouth dans un déluge de fer et de feu, mais aussi au milieu d'une réprobation générale sans précédent. Aujourd'hui, on assiste au même scénario avec seulement un changement d'acteur. Cette fois, ce sont les Syriens, avec les dissidents palestiniens qui assiègent Tripoli, avec un but très précis, réduire au silence définitif Yasser Arafat. Dans le monde, au-delà des réactions formelles, le silence. Le camp arabe réagit avec une lenteur et une discrétion qui est à la mesure de son embarras. Après tout, les Syriens essaient d'éliminer en ce moment celui qui, pour ces régimes, était devenu un gêneur. Mais aujourd'hui, que faire de Yasser Arafat ? Si sa disparition peut arranger certains, il n'est pas tout à fait exclu ce soir que le leader palestinien prenne à nouveau le chemin de l'exil vers un autre pays arabe, l'Égypte. Mais pour l'instant, les opinions publiques internationales se taisent également devant le massacre des populations. Depuis 3 semaines, en effet, les canons syriens ont déjà tué plus de 800 civils libanais à Tripoli. À Jérusalem, le ministre israélien de la Défense a mis une nouvelle fois en cause la responsabilité de la Syrie, aussi bien dans les combats de Tripoli que dans les attentats récents de Tyr et de Beyrouth. Comme prévu depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a mis en train aujourd'hui un exercice de mobilisation à grande échelle, le premier depuis 5 ans. Il s'agit de tester la rapidité de la mobilisation des quelques 400 000 réservistes de l'armée israélienne. Des soldats français partiront demain pour Beyrouth. Ils vont relever la 3e compagnie de parachutistes durement éprouvée par l'attentat du 23 octobre. 4 des rescapés de l'attentat ont demandé à repartir. Notre rôle, Michel Perrault. Double rôle. Le premier, par la présence française, ramener la population dans un certain équilibre. Ces 115 hommes de la première compagnie du 1er régiment de chasseurs parachutistes partent demain pour Beyrouth. Leur mission, remplacer leurs camarades de la 3e compagnie, dont 58 d'entre eux ont été tués dans l'attentat du 23 octobre dernier. Ces appelés effectuent un service militaire long, et leur mission à Beyrouth doit durer 4 mois. Ils sont tous volontaires, et pourtant certains ont déjà connu le climat de guerre de Beyrouth. Je veux y aller parce que, comme je vous l'ai dit, on a commencé quelque chose, il faut le finir. Et puis quand même avec ce qui s'est passé, on va quand même tenter d'y retourner. Vous accepteriez de mourir pour cette cause de la paix ? Ouais. On risque notre vie à n'importe quel moment. Je trouve que c'est encore plus beau de la risquer pour ça. La paix, ça vaut le coup de prendre des risques ? On n'est pas là pour se battre. Non, mais vos camarades de la compagnie, la 3e compagnie, ont prouvé qu'il y avait des risques. Ça, je sais pas. Vous les acceptez, ces risques, vous ? Bah oui, c'est qu'on suis volontaire, comme tous les autres, ça. Même jusqu'à la mort ? On n'ira pas jusqu'à la mort, ça. Si on est tous volontaires, on va tous revenir. La France a une nouvelle fois officiellement condamné aujourd'hui l'intervention syrienne et libyenne au Liban. Des diplomates des 2 pays ont été convoqués au Quai d'Orsay et à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Pierre Mauroy a déploré encore une fois les combats fratricides entre Palestiniens.
Conseil des ministres, ce matin, plusieurs dossiers ont été abordés, la lutte contre l'inflation, l'octroi du droit de grève au personnel de la navigation aérienne, mais assorti d'un service minimum. Le projet de loi qui concerne le plus grand nombre de gens vise le congé parental qui pourrait être étendu à tous les salariés. Le congé parental sera désormais étendu à toutes les entreprises, y compris celles de moins de 100 salariés qui n'en bénéficiaient pas jusque-là. Dans ce cadre, le père ou la mère pourront, ensemble ou tour à tour, choisir entre un congé non rémunéré qui pourra durer 2 ans ou un travail à mi-temps. À partir du 3e enfant, ce congé pourra être rémunéré. Attention toutefois, dans les entreprises de moins de 100 salariés, l'employeur pourra s'opposer au congé s'il pense que c'est préjudiciable à la bonne marge de l'entreprise. Auquel cas, si vous êtes concerné, vous pourrez faire appel au prud'homme. Nouvel épisode dans la petite guerre des prix de l'essence. Le comité des prix a fixé aujourd'hui les tarifs qui seront révisés le 15 novembre. Sans grande modification d'ailleurs, le prix du litre d'essence devrait baisser de 2 centimes. Le prix du super restera inchangé. Le gasoil et le fioul domestique devraient augmenter de 1 centime environ. Mais surtout, le gouvernement a confirmé aujourd'hui que dès le 15 novembre, les distributeurs de carburant pourront augmenter la marge de rabais autorisée sur les prix de l'essence. Les petits détaillants, les pompistes, grognent et semblent prêts à l'épreuve de force. Jean Lebert. Dans l'enceinte du port de Gennevilliers, quelques pompistes de la région parisienne bloquent les accès du port pétrolier. Il n'a pas fallu longtemps à l'intersyndicale des pompistes pour passer à l'action. Mercredi en fin de matinée, les dépôts pétroliers de Bretagne, de Franche-Comté, du Midi, de Bourgogne étaient bloqués de la même manière. D'autres actions sont prévues. Les stations-service ne seront pas fermées, mais faute d'approvisionnement, vous risquez de faire beaucoup de kilomètres pour faire le plein, si toutefois vous ne tombez pas sur un bouchon routier organisé par les pompistes en colère. Devant cette gêne, l'Union fédérale des consommateurs a déjà répliqué en menaçant de boycotter les pompistes grévistes. À l'origine de ce coup de colère, les petits pompistes, la grande majorité, ceux qui ne peuvent pas acheter leur carburant à un prix aussi avantageux que les gros distributeurs. Pour cela, l'élargissement des rabais est ressenti comme une véritable menace, car ils ne vivent que du bénéfice réalisé sur la vente de l'essence. C'est la mort de 15 000 affaires, 15 000 détaillants qui mourront dans les prochains jours, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire ces rabais, vu que le gouvernement qui, lui, fixe la marge du rabais à 17 centimes, actuellement, le maximum qu'ils peuvent avoir, c'est 20. Il leur resterait 3 centimes pour payer toutes les charges, y compris personnel, électricité, tout ce qui concerne la distribution du carburant. Et c'est leur mort, sans délai. Vous ne vous sentez pas un petit peu responsable, votre frère et vous, de cet état de fait? Non, je me sens non seulement pas responsable, je me dis que la distribution a pour notion d'acheter le moins cher possible et de vendre le moins cher possible. À l'Assemblée nationale, cet après-midi, Madame Lalumière, ministre de la Consommation, a rappelé que l'actualisation des rabais avait été réalisée après avoir consulté les principaux partenaires. Elle a aussi rappelé l'intérêt porté par le gouvernement aux petits pompistes et à la qualité des services qu'ils rendent aux consommateurs. Pour l'essence. Le gouvernement devait revoir la marge des distributeurs. Il ne l'a pas fait. Bon. Il sort un soi-disant plan de restructuration qui est ignoré de tout le monde car il n'y a eu aucune concertation. Nous ne pouvons pas accepter une remise de 17 centimes possible quand on n'a que 20 centimes. C'est un combat à mort et nous bloquerons jusqu'à temps que le gouvernement acceptera d'augmenter les marges de distribution, d'unifier les marges de distribution. À la veille d'un week-end de 3 jours, les citernes de la plupart des stations-service sont pleines. Vous ne devriez donc pas avoir de problème pour partir. Par contre, rien n'est garanti pour votre retour de province. La Commission européenne de Bruxelles a répété que le système français de tarification des prix de l'essence est contraire au traité de Rome. Réaction du secrétaire d'État à l'énergie, les choses ne sont pas aussi simples. Si l'on suivait la position souhaitée par la Commission, il n'y aurait plus de réseau de distribution des carburants en France, a dit M. Auroux.
Les problèmes européens à nouveau à l'ordre du jour d'un conseil ministériel spécial qui vient de s'ouvrir à Athènes pendant 3 jours. Les ministres des Affaires étrangères, des Finances et de l'Agriculture des 10 vont s'efforcer de préparer, malgré leurs différends, le sommet européen qui doit avoir lieu début décembre. C'est une affaire française florissante que les lecteurs de notre confrère Le Nouvel Économiste ont décidé de couronner cette année en faisant de son président le manager de l'année. François Dalle préside depuis 26 ans aux destinées de L'Oréal, le numéro 3 mondial dans l'industrie des produits cosmétiques. Un chiffre d'affaires en augmentation de plus de 15% cette année par rapport à l'an dernier. Un groupe de taille internationale, Alain Doubesky. La réussite de L'Oréal repose sur 2 piliers, la recherche et le développement international des implantations. La recherche, c'est 900 personnes réparties dans 3 laboratoires. Cela permet à L'Oréal de déposer 70 brevets par an dans le monde entier. Biologistes, chimistes, physiciens se partagent le travail entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Cela donne des shampoings, des teintures, des cosmétiques, des produits pour hommes, des lacs, des crèmes diverses, des protections solaires, mais aussi des produits techniques pour les salons de coiffure et de la parapharmacie. Bien sûr, aussi des parfums. La règle consiste à répartir ensuite ces produits selon leurs applications, leur prix, entre la parfumerie de luxe ou de quartier, entre grands magasins, hypermarchés, salons de coiffure ou pharmacie. Après la recherche, donc, 2e pilier de la réussite, la mondialisation. L'Oréal est présent dans une centaine de pays. 40 unités de production à l'étranger, plus de 53% du chiffre d'affaires est obtenu hors de France. À tout cela, il faut ajouter la diversification. L'Oréal, il y a 10 ans, se lançait dans la pharmacie et prenait le contrôle de Saint-Élabo. Aujourd'hui, Saint-Élabo consacre 17% de son chiffre d'affaires à la recherche, soit le double en moyenne des autres groupes pharmaceutiques. La réussite de L'Oréal, c'est aussi un homme qui a su s'entourer d'une équipe. Lorsqu'il entra chez Montsavon en 1945, François Dalle, futur PDG de L'Oréal, était un jeune avocat sans clientèle et sans préparation à l'industrie. Nous avons, nous, à la tête de notre affaire, au niveau de la direction générale, des hommes qui n'ont pas de diplôme et qui sont des hommes tout à fait remarquables. Il y a eu pas mal de self-made dans la maison. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, un jeune qui veut réussir peut très bien réussir, à condition qu'il ait l'esprit d'entreprise, qu'il ait une volonté forcenée de surmonter les difficultés que tout le monde a au départ dans un métier quelconque et au départ de sa vocation. Et je crois que cette idée, n'est-ce pas, qui consiste à penser que pour les jeunes, tout est bouché, est une idée totalement fausse. J'avais souvent une image. À mon âge, je reste persuadé, vous me mettez 10 000 francs dans la poche. Je monte dans un hélicoptère, vous me déposez dans un coin de France. Je suis persuadé qu'un an après, j'aurais pas fait fortune, bien sûr, mais j'aurais certainement trouvé une situation. Quelques mots de politique rapidement à l'Assemblée nationale à l'issue de la séance des questions au gouvernement. Violent incident entre la majorité et l'opposition sur le thème de la réforme de l'École nationale d'administration, défendue par le secrétaire d'État à la fonction publique Anicet Le Pors. Le président du groupe UDF, Jean-Claude Gaudin, a lancé le mot voyou et les députés de la majorité à ce moment-là ont quitté l'hémicycle. Conférence de presse aujourd'hui du président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Pas de consigne de vote pour le 2e tour des municipales partielles dimanche prochain à Aulnay-sous-Bois. Monsieur Le Pen a cependant répété que malgré le refus du candidat RPR de faire alliance avec le Front National, il s'agissait, je le cite, d'écarter les communistes. Politique encore avec un sondage qui confirme le redressement des cotes de popularité du chef de l'État et de son Premier ministre. Selon le sondage mensuel de François, Monsieur Mitterrand gagne 4 points, Monsieur Mauroy aussi. 35% de Français sont satisfaits du chef de l'État, 47% mécontents pour Monsieur Mauroy, 28% de satisfaits, 50% de mécontents. Un autre sondage aux États-Unis, cette fois un sondage qui mesure l'ampleur de la victoire marquée par le président Reagan auprès de son opinion publique en décidant l'intervention militaire dans l'île de la Grenade. Sa popularité est au plus haut depuis 2 ans. 72% des Américains contre 22 approuvent l'action du président Reagan.
Tremblement de terre aujourd'hui en Italie, dans la région du centre, en Émilie-Romagne. La population dans plusieurs villes a paniqué, mais le bilan pour l'instant se limite à quelques contusions et à des dégâts matériels. Après l'Italie, l'Andalousie, le pays tzigane, c'est maintenant à Tahiti que Francis Lopez nous encourage à célébrer l'amour. Francis Lopez, le champion de l'opérette, celui qui depuis 30 ans n'a cessé avec Luis Mariano, Georges Guettari ou Bourvil d'enchanter les amateurs. Sa nouvelle opérette s'intitule L'amour à Tahiti. Monique Atlan lui a demandé quelle était sa recette. Oui, j'ai une question à vous poser pour le journal d'Antenne 2. C'est comment l'amour à Tahiti? La quoi? L'amour à Tahiti. Ah, c'est fantastique. Magnifique, mais j'étais avec mon mari, alors c'est embêtant. L'amour à Tahiti, c'est merveilleux. Ah ça, je peux pas vous dire, nous étions en colloque de commissaires aux comptes, alors nous avons travaillé. Tamouré, Paréo, Vainé, Sable Chaud, pas un cocotier ne manque au dernier spectacle de Francis Lopez. En plein cœur du Pacifique, je viens de trouver cette perle des tropiques qui me fait rêver. C'est l'histoire de Gary Grant et de Barbara Hutton qui étaient mariés 5 fois et qui se sont mariés une 6e fois. Et tout ça, ça sera grâce à Tahiti, à l'amour à Tahiti. Francis Lopez est aujourd'hui le compositeur le plus assidu de la SACEM, chargé de verser les droits d'auteur en France. 50 millions de spectateurs pour la Belle de Cadix, le record d'entrée du Châtelet pour le Prince de Mexico. Le cocktail Lopez, amour, exotisme, happy end, n'a plus à faire ses preuves auprès d'un public gagné au fil de 40 années d'opérettes à succès. Alors, mesdames, il ne faut pas surtout se prendre au sérieux. Il faut être là pour distraire le public, pour lui faire plaisir, pour lui faire oublier les soucis de la vie, les impôts, enfin tous les trucs que vous connaissez bien, que nous connaissons tous. Yeah, darling, il n'est rien de meilleur que partir en voyage avec un aviateur. Moi, je fais des spectacles pour faire plaisir à la plus grande masse aux gens, pour qu'ils se distraient, pour qu'ils s'amusent, et malgré tout, là, dans l'amour à Tahiti, c'est très culturel, puisque toutes les danses et toutes les choses sont très typiques de là-bas. Il n'y a aucune triche, c'est exactement ce qui se fait là-bas, ce qui s'est fait à Tahiti depuis toujours. Donc c'est culturel. Alors finalement, vous avez un public qui vous aime, et vous avez 2 ennemis, c'est la critique et le fisc. Bien sûr, la critique. Je ne dis pas qu'elle ne m'aime pas, certains ne m'aiment pas, ou certains ceci, certains sont très gentils, il y a de tout. Mais enfin, en général, ils ne considèrent pas ça comme un spectacle dit culturel. Je ne serai jamais aidé ni par le ministre je ne sais pas comment ça s'appelle, la culture, c'est ça, ni par tous ces... Je n'ai jamais eu, dans mes spectacles, un sou de subvention. La littérature et l'histoire en deuil. André Chanson vient de mourir. L'académicien français avait 83 ans. 2 mots de football. L'avant-centre rennais Stopira, blessé, a déclaré forfait pour la rencontre Yougoslavie-France samedi à Zagreb. Il sera remplacé par Xuereb. Michel Hidalgo l'a annoncé aujourd'hui à Charleroi. Charleroi où l'équipe de France olympique a fait match nul 1-1 face à l'équipe belge. Ce qui est un grand pas vers la qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles. Il ne restera à l'équipe française qu'un match à disputer pour être définitivement qualifié. Le temps demain, Alain Gillot-Pétré. Eh bien, nous allons vers l'automne, mais à petits pas. Regardez la photo satellite qui vous expliquait ça, c'est très simple. L'anticyclone qui nous protégeait va dire bonjour à la Scandinavie, ce qui fait que les dépressions de l'Atlantique vont pouvoir demain commencer à pénétrer sur, disons, la moitié ouest et sud-ouest du pays, mais sur la moitié nord, nord-est et sud-est, le beau temps persistera. Voici la carte. Toujours des brouillards, donc le matin sur le nord-est, quelquefois ils ne se dissiperont pas, mais donc du nord au nord-est, à la Bourgogne, aux Alpes et à la Corse, c'est du beau temps l'après-midi.
Paris est à la frontière, une chance sur deux. Sur le reste du pays, progressivement l'arrivée des nuages, de plus en plus nombreux, d'abord d'altitude, puis de l'étage moyen, puis en bas, avec de la pluie, mais des pluies modérées. Attention aux rafales de vent de sud-est sur le Languedoc-Roussillon. La pression est en baisse, bien sûr. Le thermomètre, lui, est en hausse encore, temporairement, après ça va baisser, de 10 à 12 degrés au nord-est à cause des brouillards, à 20 degrés au sud, mais 20 degrés aussi à Paris, 20 degrés à Tours, toujours des températures tout à fait exceptionnelles. Demain, c'est le jeudi 10 novembre, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h50 de coucher, 17h16, c'est la Saint-Léon qui vous protégera, Bison futé aussi. Voici les conseils de Bison futé pour le jeudi 10 novembre. Ne partez pas entre 16 et 20 heures de Paris et des grandes villes, ce sera bouché, et vendredi, ne partez pas des grandes métropoles et de l'Île-de-France entre 9h et 12h. À 23h, Claude Sérillon vous présentera notre dernière édition et reviendra sur l'importante prise de position de l'Église de France qui, vous le savez, hier s'est démarquée du pacifisme et soutient la dissuasion nucléaire. Un débat sur ce thème opposera Monseigneur Julien, archevêque de Beauvais, au secrétaire du comité central du Parti communiste français, Maxime Grémetz. Demain, 12h45, antenne de midi, et avec un bilan de la contraception en France, invité le docteur Jean Cohen. 18h30 demain encore, c'est la vie, et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée.